La relation commerciale qui a uni Lyon et la Chine à travers la route de la soie est connue de tous. Dans le commerce, il y a toujours plus que le simple échange marchand. Quand on rencontre l'autre, on s'enrichit de sa culture. On sait moins que ce rapprochement entre ces deux continents, entre ces deux civilisations, est aussi passé par un programme d'échange universitaire dans la première moitié du XXe siècle. Cette idée de créer une université chinoise hors de Chine va constituer une page absolument unique des relations non seulement éducatives, mais intellectuelles entre la Chine et la France. Porté par des pionniers visionnaires, cet ambitieux projet a formé les futures élites de la Chine, plusieurs centaines d'étudiants chinois, qui après leur retour, allaient devenir les acteurs de la modernisation de leur pays. C'était une coopération unique parce qu'elle a concerné certains artistes, des étudiants, des ingénieurs, des ouvriers. Donc elle a concerné les couches les plus profondes de la population chinoise. Cette expérience intellectuelle unique et novatrice a permis de tisser des liens puissants et fondamentaux entre les cultures chinoises et françaises. Le temps d'un trajet ferroviaire, Zhu Minda fait un voyage mémoriel à travers quelques photos plus ou moins bien conservées, témoin d'un lien fort entre sa famille chinoise et la France. Son grand-père est venu ici il y a plus de 100 ans. Son père, elle-même dans les années 80, puis ses nièces et neveux. Au total, 4 générations parties de Chine pour la France, et plus particulièrement pour Lyon. Zhu Minda, qui réside en partie en France, en partie en Chine, emprunte aujourd'hui le chemin parcouru par ses ancêtres. Cette route vers Lyon qui a changé le cours de leur vie, ainsi que celle de plusieurs centaines d'étudiants chinois au début du XXe siècle. Ce qui les unit tous se trouve sur l'une des collines de la ville, dans un ancien fort militaire, derrière d'imposants murs de pierre. Sur le fronton, un indice. On peut y lire dans les 2 langues « Institut franco-chinois ». Cette institution, méconnue du grand public français, a pourtant joué un rôle primordial dans la formation des élites chinoises en permettant le premier échange universitaire entre les 2 pays. Durant 25 années, entre 1921 et 1946, 473 étudiants venus directement de Chine sont passés entre ces murs, ont suivi de brillantes études dans de nombreux domaines, avant de repartir pour la plupart dans leur pays d'origine. Il n'y a jamais eu jusque-là d'université chinoise hors de Chine et l'Institut franco-chinois de Lyon sera par ailleurs la seule université chinoise qui ait jamais existé hors du territoire chinois. Combien de noms d'anciens étudiants sont aujourd'hui connus du plus grand nombre en Chine? Dai Wangshu, le poète, Zhang Chuhong, l'artiste peintre, Zheng Dazhang, le scientifique, Li Cherhua, le traducteur, Yu Bingli, l'architecte. Tous plus brillants les uns que les autres, ils ont grandement fait avancer leurs différentes disciplines. Cet institut franco-chinois était la partie émergente en France d'une organisation plus ambitieuse encore. Il constituait ce que les Chinois appelaient la partie ultramarine de l'université franco-chinoise de Pékin, la base mère. Sous l'appellation d'université, étaient en fait regroupés des niveaux scolaires très différents, de l'école primaire aux études supérieures. Son but, former la jeunesse chinoise aux Français et aux savoir-faire occidentaux et envoyer les plus brillants élèves poursuivre leurs études à Lyon. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'à un moment de grande instabilité pour la Chine, l'université franco-chinoise a réussi à former une élite qui participera à la construction de la nation dans de nombreux domaines. Ces bâtisseurs de la Chine moderne, Xi Jinping, le président chinois, a tenu à leur rendre hommage en 2014, lors de sa visite officielle en France pour le 50aire des relations diplomatiques entre les 2 pays.
Démontrant l'importance de ce lieu pour la Chine, il est d'abord venu à Lyon visiter le site de l'Institut avant de rejoindre Paris, la capitale. L'idée de cette formidable coopération intellectuelle n'est pas venue des autorités à l'époque. Elle est née dans la tête d'un homme téméraire et visionnaire, Li Qizhang, le grand-père de Juminda. Né en 1881, Li Qizhang est profondément marqué par les défaites successives que connaît son pays natal. La Chine a perdu les 2 guerres de l'opium et doit autoriser le commerce de cette drogue avec les nations occidentales. La société chinoise tout entière est perturbée par cette ingérence imposée. Les 2 guerres de l'opium au milieu du 19e siècle ont grandement bouleversé les Chinois, surtout le monde intellectuel chinois. Certains en ont conclu au déclin inéluctable de l'Empire, et d'autres disaient qu'il fallait s'ouvrir sur le monde. Ce déclin se confirme à travers de nouvelles défaites. Contre le Japon d'abord, en 1894. Puis en 1901, la révolte des Boxers contre la présence des nations occidentales en Chine se solde par un échec. Les autorités de la dynastie des Qing se voient contraintes de payer des indemnités aux 8 puissances étrangères. L'élite chinoise, dont fait partie la famille de Li Qizhang, constate avec amertume le déclin réel du pays et cherche un moyen d'y remédier. Les intellectuels chinois essayent de réfléchir à ce qui peut sauver la Chine, parce que la vraie question est celle-là. Ils constatent donc que la Chine est en retard, elle est en retard donc sur le plan technologique, elle est en retard sur le plan institutionnel, sur le plan politique, éventuellement culturel, etc. Ils s'aperçoivent que le peuple est vraiment très en retard et complètement obscurantiste, et qu'il faut répandre l'éducation dans le peuple entier. Baignant dans ce contexte intellectuel, le jeune Li Qizhang partage ce constat d'un nécessaire développement de son pays. Volontaire et ambitieux, il sait d'ores et déjà qu'il veut en être l'un des acteurs. Mon grand-père pensait que les Chinois devaient se relever pour repousser les envahisseurs et devenir plus forts. Et pour devenir plus fort, il fallait sortir du pays pour apprendre, ouvrir les yeux sur l'extérieur. C'est pourquoi il a cherché une occasion pour aller à l'étranger. Cette occasion, Li Qizhang l'a saisie lorsqu'un ami de sa famille est nommé ministre de Chine à Paris. Il connaît les envies de voyage du jeune homme et lui propose de l'accompagner. Âgé de 21 ans, Li Qizhang arrive à Paris en 1902. C'était la belle époque en France, une période marquée par les progrès sociaux et économiques. J'imagine que cette stabilité a beaucoup marqué le jeune Li Qizhang. D'abord intéressé par les écoles militaires pour leur prestige, Li Qizhang doit revoir son choix, car il n'est pas assez fort physiquement. Finalement, son attachement pour les sciences le pousse à s'orienter vers l'agronomie. Il s'inscrit à l'école pratique d'agriculture du Chesnois, à Montargis, l'une des écoles les plus réputées à l'époque. Plus âgé que la plupart de ses camarades, Li Qizhang s'adapte rapidement au système scolaire français et se révèle plutôt bon élève. Il en est sorti diplômé en 1906 et il était le 5e de sa promotion. C'était pas mal du tout. Particulièrement intéressé par le soja lors de ses études et persuadé que cette plante représente une véritable alternative économique pour nourrir les travailleurs, Li Qizhang décide d'entreprendre. Il retourne en Chine, embauche une quinzaine d'ouvriers et les fait venir en France. Il a acheté des machines et s'est installé à la Garenne-Colombe. C'est là qu'il a fondé l'usine de tofu. C'était la Caseo Sojaïne, la première usine de transformation du soja en France. Et au contact de ses ouvriers, Li Qizhang, cet entrepreneur paternaliste, va avoir l'idée d'un projet éducatif totalement nouveau. Il pensait que les ouvriers manquaient de connaissances. Et du coup, il leur a donné des cours du soir pour leur transmettre certaines notions de base et leur apprendre le français. L'idée de Li Qizhang, c'est que ces jeunes peuvent
même si c'est difficile intellectuellement et matériellement, relever le défi d'acquisition de ce fameux savoir occidental. Avoir accès à une éducation, c'était une nouveauté pour les ouvriers chinois de cette usine de tofu. Grâce à celle-ci, Li Chizang avait non seulement trouvé un moyen de gagner sa vie, mais il avait aussi découvert sa vocation. Il allait vouer toute son existence aux échanges éducatifs. Son pays natal connaît d'ailleurs des changements qui vont lui permettre de donner un premier élan à ses projets. Le 1er janvier 1912 est proclamée la première République de Chine qui met fin à la dynastie des Qing. À cette époque-là, la République est un régime vraiment d'avant-garde. Il n'existe comme République que les États-Unis, la Suisse, la France. Donc la Chine se met très en avant et il y a un très grand espoir. Porté par ce vent de nouveautés et de réformes, Li Chizang va fonder successivement 2 associations officielles dont le but est de faire venir de jeunes Chinois en France pour y suivre des études. Le ministre chinois de l'Éducation nationale, Tsai Wan-pei, approuve et soutient sa démarche. La première structure voit le jour à Pékin, en février 1912. Tsai Wan-pei donne à Li Chizang un local à Pékin pour pouvoir créer une école préparatoire permettant de donner une certaine éducation préalable à des jeunes gens qui iront faire leurs études ensuite en France. C'était une occasion unique pour de jeunes Chinois de suivre des études prestigieuses en France et de découvrir la société occidentale. Quelques familles saisissent cette chance et inscrivent leurs enfants dans cette école. Le père de Hu Baoshan, Hu Yushu, faisait partie de cette première promotion. Il lui a raconté la préparation qu'ils ont suivie et le départ pour ce pays lointain et inconnu qu'était la France. Une fois arrivés à Pékin, il y avait un moment pour se préparer à vivre en France. Par exemple, ils ont appris à s'habiller à l'occidental ou à manger avec un couteau et une fourchette. Après cette période très courte, ils ont pris le train pour la France. À bord du Transsibérien, une véritable aventure commence pour Hu Yushu, le père de Hu Baoshan et ses 11 jeunes camarades. Durant 15 jours, ces jeunes adolescents vont traverser l'immensité russe et 3 pays européens avant d'arriver en France. Parmi eux, les 3 frères Zhou. Guanzai, le benjamin de la fratrie, n'a que 9 ans et encore un visage de jeune poupon. Il ne le sait pas encore, mais il deviendra le gendre de Li Chizang et le père de Zhu Minda. On ne peut pas imaginer qu'un enfant aujourd'hui, à son âge, pourrait faire ça et que des parents le laissent partir. Li Chizang les accueille à Paris. Il se sert de ses nombreuses relations dans la capitale ou à Montargis pour placer ces jeunes Chinois dans des écoles prestigieuses. Zhu Guanzai et les autres y feront de brillantes études. Au total, 140 Chinois bénéficieront de ce programme d'échange. Mais la Première Guerre mondiale marque un coup d'arrêt au projet en 1914. Malgré ce coup du sort, Li Chizang croit toujours aux vertus de l'éducation et de l'échange. Cet homme persévérant lance une nouvelle association en 1916, la Société franco-chinoise d'éducation, toujours soutenue par Tsai Wan-pei. Avec un bureau à Paris, puis rapidement un autre à Pékin, ce programme d'échange fonctionne sur un principe différent du précédent. Une fois arrivés en France, les étudiants chinois travailleront pour financer leurs études. C'est un système mi-travail, mi-études, où les étudiants, par des formules de travail diverses, qui peuvent être soit un an de travail dans une usine, ou un bureau ou un magasin de fleurs, soit du travail en même temps qu'ils étudient, les étudiants pourront financer leurs études. Ce nouveau système présente un double avantage. Non seulement Li Chizang s'affranchit du problème du financement, mais il ouvre également son programme aux familles les plus modestes, qui voient ainsi un moyen d'offrir un meilleur avenir à leurs enfants. En Chine, Li Chizang ouvre plusieurs niveaux scolaires pour préparer ces jeunes à aller suivre des études en France. Il installe ses écoles dans des endroits paisibles, au plus près de la nature, comme celle des collines de l'Ouest, non loin de Pékin, car c'est pour lui l'une des clés de réussite d'un bon apprentissage. Le projet prend de l'ampleur. 2 Français participent à l'aventure. Li Chizang les a déjà croisés à de nombreuses reprises à Pékin. Le premier, André Dormont, est un sinologue arrivé en 1906, féru de littérature.
il aidera Li Shizhang en donnant des cours de français aux écoliers. Le second, c'est Jean-Augustin Bussière, un médecin arrivé en 1913 qui devient vite médecin conseiller de la présidence. Il adhère aussitôt au projet. L'engouement de son père pour soutenir ce programme d'éducation, Jean-Louis Bussière s'en souvient. Mon père, avec André Dormont, ils avaient à ce moment-là la volonté de moderniser la Chine et d'apporter les meilleures connaissances aux étudiants chinois. Grâce au mouvement Travail-Études, environ 2000 jeunes Chinois de milieux sociaux différents, y compris issus de familles très modestes, viendront en France. Enrichis de savoir et de connaissances, beaucoup sont repartis dans leur pays et ont participé à la modernisation de la Chine. La Première Guerre mondiale s'achève en 1918 et le contexte économique morose qui va suivre l'armistice du 11 novembre va obliger Li Shizhang à repenser ses plans, car les étudiants ouvriers peinent désormais à trouver du travail dans les usines françaises. Après l'armistice en 1919, la plupart des pays d'Europe, dont la France, sont touchés par une crise économique extrêmement grave qui place ces étudiants ouvriers chinois, qui étaient déjà dans une situation précaire, dans une situation encore plus difficile, notamment quant à leur possibilité de travailler. Devant cette situation, Li Shizhang télégraphiait en Chine tant qu'il pouvait pour dire arrêtez l'envoi. Mais en Chine, le mouvement était enclenché. Dans la jeunesse, il y avait un enthousiasme extraordinaire pour venir en France. Li Shizhang se voit donc contraint de reconfigurer à nouveau son projet pour le préserver et le faire évoluer. Pour cela, il souhaite créer officiellement une université franco-chinoise qui formera une élite. Il entame des démarches auprès d'hommes politiques lyonnais qu'il connaît bien. Inspiré par le pacifisme d'après-guerre et convaincu qu'une ouverture de l'Occident vers l'Extrême-Orient serait bénéfique, ils soutiennent sa démarche de coopération intellectuelle. Grâce à leurs appuis, Li Shizhang rencontre le doyen de la faculté de Lyon lors d'un déjeuner en septembre 1919 et lui expose son idée. Et le doyen Lépine lui a dit « Mais venez à Lyon, on pourra vous trouver un local. À Lyon, on a toutes les facultés, c'est d'un très bon niveau, vos étudiants y seront bien, donc on va monter le projet à Lyon. » Très rapidement, ce projet ambitieux arrive aux oreilles du maire de Lyon de l'époque, Édouard Herriot. Il faut bien voir qu'Édouard Herriot était un maire qui n'était pas simplement, je dirais, occupé par la gestion de sa ville de manière étroite, mais qu'il avait une vision du monde. Et donc, quand on lui propose ce projet, c'est immédiatement qu'il accepte, et donc qu'il dit « nous allons accueillir ces étudiants chinois ». Parallèlement à ses démarches en France, Li Shizhang travaille dans son pays natal à la création d'une université franco-chinoise à Pékin. Aidé par sa proximité avec Tsai Wan-pei, Li Shizhang donne naissance à cette université en 1920. Assez disparate au début, elle regroupe des écoles primaires et secondaires et les premiers niveaux d'études supérieures avec les départements de lettres et de biologie. Le petit-fils de Li Shizhang, Zhu Minyan, se rappelle du dynamisme qu'a insufflé son grand-père à ce projet ambitieux. Au début, les écoles Auguste Comte et Wensuan, qu'il a créées à Pékin, étaient plutôt petites. C'est grâce à lui qu'elles se sont rapidement développées, tant au niveau du budget que du personnel et des ressources. Il était comme ça. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pas d'hésitation. C'est sans hésitation non plus qu'il s'est tourné en France vers la ville de Lyon pour entamer ses démarches. Chinois et Lyonnais sont en effet influencés par l'histoire particulière de cette ville avec la Chine. Longtemps, Lyon a été l'un des termes de la célèbre route de la soie, avant de devenir au XVIe siècle un haut lieu de fabrication des soieries françaises. Fort de ce passé commun, Li Shizhang dessine les contours plus précis de cet institut franco-chinois. Li Shizhang est allé à Lyon, il a rencontré Joubin, qui était le recteur de Lyon à ce moment-là, et Joubin lui a dit « Bon, on peut vous donner le fort Saint-Irénée, qui avait été évacué par l'armée, et là, vous pourrez installer vos Chinois. » Le lieu était trouvé. Il ne restait plus qu'à écrire les statuts de cet institut. Ce qui est fait le 8 juillet 1921. Sur le document officiel,
il est clairement stipulé que le fort Saint-Irénée est loué pour un franc symbolique et que les deux gouvernements, chinois et français, participent à son fonctionnement. L'Institut franco-chinois de Lyon venait de naître et complétait ainsi cet ambitieux système universitaire. Cette institutionnalisation réussie allait pourtant se faire dans la douleur. En effet, les étudiants travailleurs chinois de la précédente association continuent d'affluer. Ils entament une marche sur Lyon pour protester, car ils ont compris que cet institut se fera sans eux, puisque le règlement stipule que seuls les étudiants ayant réussi un concours en Chine y seront admis. Au bout de quelques semaines, les étudiants sont arrêtés et reconduits en Chine, le 13 octobre 1921. Même s'il ne participe pas à cette marche, un Chinois bientôt très célèbre vient d'arriver en France dans le cadre du mouvement Travail-Études. Deng Xiaoping travaillera ainsi dans plusieurs usines françaises, mais n'intégrera pas l'Institut. En 1978, il deviendra le numéro 1 de la République populaire de Chine. La marche sur Lyon est un acte tragique qui marque la fin du mouvement Travail-Études, mais aussi l'avènement de l'Institut franco-chinois. Parallèlement à cet épisode, un ami de Li Shizhong, Wu Jiuwei, est nommé directeur de l'Institut franco-chinois et quitte la Chine avec la première promotion d'étudiants. Le transsibérien n'est plus un moyen de transport sûr à cette époque. C'est donc à bord d'un paquebot, le Porthos II, que les 125 étudiants, véritables pionniers de cette aventure, embarquent. La traversée dure 40 jours éprouvants. Su Zhongnian a étudié la littérature pendant 10 ans à Lyon. Il était sur ce bateau. Il a souvent raconté ses premières impressions à son fils Edmond. Ils sont arrivés à Lyon le 25 septembre. Mon père est rentré dans l'institut. Il a déposé sa valise et a commencé à visiter le campus. Pour un jeune homme de son âge, c'était impressionnant de découvrir l'héritage d'une autre culture à l'autre bout du monde. À travers les coutumes et l'architecture, il a pu constater à quel point le passé français avait été brillant. La vie universitaire commence donc avec la première inscription en octobre 1921. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le premier étudiant est une femme, Wang Sikwai. Un symbole fort, d'autant plus qu'elle ne sera pas la seule. Avec une forte mixité, l'Institut franco-chinois est en avance sur son époque. Wang Sikwai, Su Zhongnian et les autres s'installent donc dans cet ancien fort militaire abandonné. Les conditions sont un peu spartiates au début, mais ils prennent rapidement possession des lieux et s'organisent. Ils ont ici donc un bâtiment qui est consacré aux dortoirs, séparés bien sûr pour les filles et les garçons, un bâtiment administratif occupé par la direction et une bibliothèque qui va très vite devenir quelque chose de très important. À la fois une bibliothèque française, bien sûr, pour leurs études, mais aussi une bibliothèque chinoise pour éviter qu'ils ne soient complètement coupés de leur culture traditionnelle. Les Chinois étudient à Lyon dans les universités partenaires de l'Institut ou ailleurs en France lorsque les spécialités demandées n'existent pas. Mais ils ne suivent pas d'études au sein de l'Institut. Ce lieu est leur campus universitaire sur lequel ils vivent et étudient le soir. C'était un lieu de vie. Et au fond, c'était une bonne formule parce que les étudiants se retrouvaient entre eux. Ils pouvaient se réconforter psychologiquement les uns les autres parce que le séjour à l'étranger, l'exil à l'étranger, c'est dur. Ils ont également une cantine avec un cuisinier chinois, un laboratoire de chimie, des salles d'études, un terrain de sport et une grande salle des fêtes dans laquelle on organise des événements réguliers. On y célèbre la fête nationale chinoise. On y célèbre aussi le Nouvel An chinois et on invite à cette occasion donc un grand nombre de Lyonnais à venir à pénétrer dans ce que les Lyonnais appellent le fort des Chinois. La presse locale se déplace aussi pour visiter et rencontrer les occupants de ce fort. Derrière les a priori et les stéréotypes, ils découvrent que la cohabitation se passe bien,
que ses étudiants s'intègrent et travaillent. L'entraide voulue par Li Shizang semble fonctionner. Il y avait des groupes qui se formaient et des amis et des amitiés très très solides. Moi j'ai connu des Chinois qui avaient été à l'Institut franco-chinois de Lyon et leurs camarades sont restés des amis pour la vie et aussi des gens sur lesquels on pouvait compter pour la vie. Cette expérience est fédératrice et formatrice. Ils apprennent à partager leur quotidien avec des camarades, s'adaptent à une nouvelle culture et une nouvelle langue. Un problème empêche toutefois le développement pérenne de cet institut. Contrairement au mouvement travail-études précédent, ces jeunes Chinois, boursiers pour la plupart, ne font qu'étudier et ce système nécessite des fonds. La situation était quand même parfois très tendue sur le plan financier, hein, à la fois parce que les bourses ne venaient pas des provinces chinoises et parce que la gestion au quotidien de cet établissement d'enseignement supérieur était assez problématique. En 1925, une partie de l'indemnité des boxers versée par la Chine à la France depuis la révolte de 1901 est affectée au fonctionnement de l'Institut. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate en Europe. Le dernier étudiant, le 473e, s'inscrit en 1946. L'Institut franco-chinois vit ses dernières heures. Au cœur du Fort Saint-Irénée, le 15 septembre 2016, il y avait une agitation toute particulière. On inaugurait la réouverture de l'Institut franco-chinois. Le rêve des fondateurs de cette université franco-chinoise du début du XXe siècle donc, se poursuit encore aujourd'hui. C'est sans doute le meilleur hommage qu'on peut rendre à ces pionniers.